Tout d'abord, Jean-Dominique Sénard, je tenais à vous remercier d'être là ce soir parmi nous et surtout d'avoir tenu cet engagement d'être notre invité de cette soirée des troisièmes trophées des entreprises du Puy-de-Dôme, car vous avez un agenda qui s'est singulièrement alourdi ces derniers jours. Alors vous êtes président de Michelin jusqu'en mai prochain. Vous avez succédé à Carlos Ghosn depuis le 24 janvier à la tête de Renault. Dans quelques semaines, le 17 mai, dans ce même lieu, à Polydôme, lors de l'AG des actionnaires de Michelin, vous allez passer le témoin à Florent Menegaux, à la présidence de Michelin. Il y a quelque temps, dans nos colonnes, vous disiez toute l'importance pour vous de savoir transmettre. Alors cette transmission, vous l'avez largement anticipée puisque vous travaillez en binôme avec Florent Menegaux depuis quelques mois et vous êtes vous-même à la croisée des chemins en prenant les rênes d'un autre grand groupe industriel. Alors ce soir, avec les entrepreneurs du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne ici présents et avec le calendrier qui est le vôtre, vous avez accepté ce soir de faire une intervention qui est un petit peu inhabituelle par rapport à celle que vous faites habituellement, en acceptant de commenter une série de photos qui retracent votre vie personnelle et professionnelle au sein de Michelin. Alors Jean-Dominique Sénard, ce soir, vous êtes dans quel état d'esprit ? Vous n'imaginez pas comme ça me fait du bien d'être ici. Il y a des jours dans la vie des personnes où on a besoin de chaleur. Alors, je la sens communicative. Voilà, je voulais vous dire merci de votre accueil. Je suis vraiment ravi d'être là. Ça me fait du bien. Voilà, donc je suis dans cet état d'esprit. Je suis heureux d'être là, content, évidemment soucieux de notre environnement en général, mais on aura l'occasion d'en parler. Soucieux des charges qui reposent un peu sur mes épaules aujourd'hui. Chacun comprend que la situation est un peu extraordinaire et que je n'imaginais pas il y a quelque temps de vivre ce que je vis aujourd'hui. Voilà, je crois d'ailleurs au passage, je le disais souvent aux jeunes et ceux des écoles, il vaut mieux pas faire trop de plans de carrière dans la vie parce que en général, il se passe autre chose que ce que vous pouviez imaginer. Voilà. Donc vous me voyez serein, comme d'habitude, tendu vers l'avenir, mais ce bain de Clermont-Ferrand ce soir me fait un bien fou. Voilà, donc je vais vous le dire. Merci beaucoup. Alors j'aimerais commencer cette discussion sur un sujet plus personnel. Vous voyez les photos qui s'affichent juste devant vous. Une date plus précisément, celle du 13 septembre 1974, une date qui a compté dans votre vie et qui a guidé votre vie d'homme et de dirigeant. Alors sur cette photo, on voit votre père, Jacques, à l'ambassade de France à La Haye. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce 13 septembre 1974, Jean-Dominique Sénard ? Oui, j'avoue que c'est toujours un choc quand je revois ces photos. C'est une séquence absolument incroyable qui vous tombe dessus. À un moment donné, vous rentrez chez vous, vous regardez la télévision et vous voyez le visage de votre père sur l'écran et vous demandez ce qui se passe et vous recevez un coup de fil des pouvoirs publics vous disant que votre père est pris en otage par l'armée rouge japonaise dans son ambassade aux Pays-Bas. Voilà, donc ça commence comme ça et ça dure une semaine. Et croyez-moi, ce sont des semaines ou des moments extrêmement intenses. L'armée rouge japonaise était un des organismes naissants du terrorisme international à l'époque, et c'était Carlos qui avait en quelque sorte organisé cette séquence afin de libérer un otage qui avait été considéré comme terroriste en France. Et donc voilà, ça commence comme ça. Toutes les familles vivent des épreuves compliquées. La mienne a vécu celle-là, mais elle était particulière. Et mon père, effectivement, qui a démontré dans cette période, dans cette semaine, une leçon de courage et de sérénité, de calme absolument inimaginable, parce qu'il n'était pas entouré de gens très tendres. Quand j'ai visité son bureau à la fin de cette semaine, les murs criblés de balles, dans un état où vous n'imaginez pas, je me suis dit, mon Dieu, quel cran, quel courage, et honnêtement, c'est vrai, il m'a beaucoup inspiré.
Voilà, vous le voyez sortir les bras derrière le dos parce qu'il avait refusé de quitter son ambassade après l'accord qui était intervenu entre les autorités françaises, néerlandaises et les terroristes, parce qu'il avait refusé de quitter son ambassade les bras en l'air, expliquant qu'un ambassadeur de France ne quitterait pas son ambassade les bras en l'air. Et je dois dire que les terroristes japonais, qui pendant une semaine avaient été d'une dureté extrême, ont, semble-t-il, dans leurs yeux, salué l'honneur et l'ont autorisé à le faire. Voilà, c'est des moments comme ça très forts. Voilà. Mon père a 100 ans cette année. On parlait de centenaire. Il est en grande forme intellectuelle et pour moi, c'est une chance incroyable que de pouvoir lui parler de tout cela. Il est quand même né en 1919. Voilà. Alors, quelles sont les grandes valeurs qu'il vous a transmises et qui vous animent encore aujourd'hui dans votre vie? C'est quelqu'un de très discret et je crois que c'est une vertu, de très patient, une patience infinie devant les événements de la vie. Et je crois en plus une forme d'humour très diplomatique, si je puis me permettre, qui me réjouit encore. Je crois que les valeurs qu'il porte encore, ne sont pas très difficiles à comprendre. Il s'agit des valeurs de la dignité, de l'honneur et de la discrétion. Voilà, c'est un peu ça que je retiens de lui. Nous sommes le 25 janvier 2018. Vous accueillez le président de la République, Emmanuel Macron, à Urbalade, votre centre de recherche et développement. Vous avez été chargé en 2018, Jean-Dominique Sénard, avec Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, de lui faire des propositions à Emmanuel Macron pour repenser la place de l'entreprise dans la société. Vous-même, depuis 2 ans, vous faites entendre votre voix et vous plaidez pour que l'Europe crée un capitalisme à dimension humaine qui s'oppose à un capitalisme court-termiste anglo-saxon. Et depuis, la crise des Gilets jaunes est passée par là. Oui, c'était il y a 1 an, effectivement, pratiquement jour pour jour, je commençais à travailler avec Nicole Notat sur ce qu'allait devenir ce rapport. Et honnêtement, au moment où nous commencions notre travail, on n'avait pas la moindre idée où on allait atterrir. Simplement, on partageait avec Nicole, sans se connaître très bien d'ailleurs, nous venions d'horizons différents, mais nous nous sommes retrouvés dans cette tâche qui était passionnante, dans une communauté de vues et d'esprit que vous n'imaginez pas. Et donc ça a été un vrai bonheur que de travailler avec Nicole sur un sujet qui a été finalement considéré comme assez essentiel et déclenchant beaucoup plus de passion que je n'imaginais. Et du côté positif, je dois dire que le fait qu'il y avait tellement d'attentes sur justement ce que devait être le rôle de l'entreprise dans le monde actuel, que nous avons vu avec Nicole le sentiment qu'il y avait un moment utile dans lequel on pouvait affirmer un certain nombre de convictions. Et j'avais pas trop de mal à les affirmer, ayant vécu à ce moment-là au moins 13 ans dans le groupe Michelin, ayant vécu ce que j'avais vécu. Il y avait là une passion qui s'est exprimée. Nous avions écouté, en quelque sorte, auditionné, comme on dit, pas loin de 230 personnes dans un temps extraordinairement restreint. Et ce qui m'avait encore frappé, c'est cette passion qui s'exprimait d'ailleurs de façon parfois opposée, n'est-ce pas ? Il faut bien comprendre les choses. Et donc, il a fallu, avec Nicole, trouver ce chemin de nuances qui permettent à tout le monde à la fois de comprendre le sujet et surtout de permettre de le faire évoluer dans la société française et au-delà dans la société européenne. C'est ce que je crois que nous avons fait. Nous avons voulu apaiser un débat qui apparaissait un peu virulent et surtout affirmer, et ça tombe bien ce soir qu'on en parle, le rôle absolument essentiel et central de l'entreprise dans la vie de la société. Je ne pense pas que les élus et Madame la préfète de l'administration française y verraient un inconvénient. Au contraire, parce que dans ce rôle central, la notion de partenariat entre le public et privé est quelque chose d'absolument essentiel. Et je n'ai cessé de le clamer et de le promouvoir, et je continuerai dans l'avenir. Par conséquent, l'idée de la responsabilisation des dirigeants d'entreprise, et il y en a beaucoup dans cette salle, cette responsabilité énorme qu'il y a non seulement vis-à-vis de l'entreprise, mais vis-à-vis de la société qui les entoure, est quelque chose que nous souhaitions mettre en avant. C'est pour ça que nous avons voulu affirmer que l'entreprise, évidemment, était là pour survivre, c'est-à-dire générer des profits,
comme n'étant pas un gros mot, en tant que quelque chose d'absolument essentiel. Et chacun comprend ce que je veux dire ici, mais pas seulement. Que l'entreprise était là pour être aussi attentive aux enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et là, ça change la dimension. À partir du moment où on comprend cela, on m'avait demandé d'écrire un rapport avec Nicole sur l'entreprise et l'intérêt général, et nous avons dit non, ça sera l'entreprise et l'intérêt collectif. Et c'est le titre du rapport. Et si vous avez un jour la curiosité de le lire, vous verrez qu'il se lit vite, rassurez-vous. Mais c'est vraiment cela que nous avons voulu dire. Nous avons voulu dire que nous avons une responsabilité collective de créer du collectif, de comprendre ce qui nous entoure et je dirais de créer des liens. S'il y a une chose qui nous manque aujourd'hui dans nos sociétés, c'est le lien. Je suis frappé, le lien entre les personnes, le lien entre les organisations, la tension qui existe aujourd'hui, non seulement dans le monde, mais dans nos sociétés, est quelque chose qui devient de moins en moins tolérable. Et ça se traduit par toutes sortes de manifestations qu'il est difficile de catégoriser d'ailleurs. Vous avez parlé des gilets jaunes. Pour moi, ce n'était qu'une expression d'une forme de réaction, justement d'une part une forme d'isolement, et puis d'autre part une forme de contestation d'un capitalisme qui était considéré comme peut-être un peu inhumain, le fait d'une mondialisation qui n'aurait pas été finalement profitable à tous, peut-être seulement à certains, cette perception qu'il y avait une forme d'inégalité avec une période que nous traversons avec la révolution numérique dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est assez anxiogène pour beaucoup de monde et qui donne le sentiment d'une bipolarisation dans la société. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que les choses se présentent. Et il faut y prendre garde, parce que si nous laissons fleurir ces réactions, ces soupçons, ces méfiances, alors, mesdames et messieurs, je vous le dis sincèrement, nous nous préparons à un avenir assez infernal. Et donc, voilà pourquoi j'ai souhaité d'abord avec ce rapport, avec Nicole, et ensuite continuer à promouvoir l'idée d'un capitalisme responsable qui englobe, en quelque sorte, l'environnement, la société, et je dirais l'écosystème en général de toutes nos organisations. C'est ça qui est derrière, et c'est tout à fait essentiel. Si nous ne le faisons pas, je vous le dis, nous aurons en Europe des grandes difficultés pour faire face à un capitalisme anglo-saxon qui reste très envahissant. On en a eu, si je puis me permettre, un exemple tout à l'heure, à travers l'acquisition de cette start-up par une entité américaine, voilà, qui quitte l'Europe. Qu'on le veuille ou non, c'est triste. Voilà. Et puis nous aurons en face un autre capitalisme, celui que j'appelle le capitalisme d'État, un capitalisme qui utilise la force la plus agressive du capitalisme au service d'institutions qui ne sont pas forcément démocratiques. Et si nous ne réagissons pas en Europe à travers un ciment qui serait celui du capitalisme responsable, celui que je cherche à définir, eh bien, nous avons du souci à nous faire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Revenons aux origines de votre aventure Michelin. Vous démissionnez à 5 reprises de Péchinet. La 5e sera la bonne, en 2005. Et vous vous apprêtez à partir en vacances, que vous avez depuis très longtemps promis à votre épouse. Et vous recevez un coup de fil d'Édouard Michelin qui souhaite vous rencontrer. Oui, alors, il faut comprendre que si j'ai démissionné 5 fois, ce n'était pas juste pour faire la fête. En réalité, j'ai été devenu, par la force des choses, président du groupe Péchinet dans une période extrêmement difficile, parce que le groupe était soumis à une OPA hostile d'un grand groupe nord-américain. Et je ne souhaite à personne de vivre ce que les équipes de Péchinet ont vécu à ce moment-là. J'étais leur guide, entre guillemets, leur témoin et leur support. Et j'ai passé la pire année de ma vie sur le plan professionnel. De votre aveu même, vous avez parlé d'une expérience traumatisante, oui, d'une violence inouïe. Oui, c'est une violence inouïe. C'est peut-être de ce moment-là, d'ailleurs, qu'un certain nombre de convictions profondes sur la dérive du capitalisme m'ont imprégné. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et donc, quand on vit ce genre de choses, oui, j'avais retenu un certain nombre de leçons, quelque chose de fort en moi, qu'il ne faut jamais essayer je dirais, de nier ses convictions. Et si je suis parti 5 fois, rattrapé à chaque fois par les dirigeants américains du groupe, c'est parce que je défendais un principe que je ne voulais pas, je dirais, voir disparaître. Un principe de défense de personne, un principe fondamental qui visait en quelque sorte à défendre l'essentiel, c'est-à-dire les personnes et peut-être aussi un peu la technologie du groupe. Et alors ça,
j'en ai tiré une leçon définitive. Et je le dis d'ailleurs à tous les jeunes que je rencontre. Parfois, j'essaye vraiment le plus souvent d'aller à la rencontre des jeunes quand ils sont en groupe le soir, les nombres qui me demandent de venir. Je leur dis à chaque fois, essayez, parce que c'est pas facile. Je dis, essayez de ne jamais franchir la ligne jaune de vos convictions. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Voilà. Mais quand on y arrive, on en tire une immense satisfaction. Et au bout d'un an, alors que j'avais, je crois, fait mon devoir, j'avais protégé autant de personnes que je pouvais le faire. J'avais décidé de partir et c'était la bonne. Voilà. Et donc, vous venez à Clermont-Ferrand rencontrer Édouard Michelin. Quelques heures suffisent pour que vous tombiez sous le charme l'un de l'autre. Et quelques jours plus tard, vous lui donnez une réponse positive pour rejoindre le groupe. Et ça se passe au bout du monde, je crois, depuis le Swaziland. Oh, oui, c'est une histoire que j'ai racontée. D'ailleurs, il était très... Vous savez, Édouard était très impatient. Donc... il m'a appelé effectivement un soir, je devais passer une demi-heure avec lui parce qu'il m'a dit, je crois que vous avez vécu quelque chose d'un peu compliqué, venez me raconter ça. Je lui ai dit, bah oui, volontiers, ça me fera du bien. Puis je suis resté 4 heures ou 5 heures avec lui finalement, c'était un peu plus long que prévu. Et le lendemain matin, il m'appelait de Clermont-Ferrand, j'étais à Paris ce jour-là, en disant qu'il voulait absolument que je travaille avec lui. Alors je lui ai dit, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi quelques jours, je suis un peu fatigué, je viens de passer une année effrayante, j'avais promis à mon épouse qui a vécu quand même des moments difficiles avec moi dans cette période Béchinet, de l'emmener quelques jours en vacances dans un endroit que j'aimais bien parce que là, j'avais beaucoup travaillé en Afrique du Sud, notamment pour installer une grande usine d'électrolyse d'aluminium. Et j'ai voulu lui faire découvrir ce pays. J'y vais et sa patience ne tenait plus. Au bout de 3 jours, il m'a appelé quand même et m'a dit, alors qu'est-ce que vous faites? J'étais entouré d'animaux sauvages, des gens extraordinaires. J'étais là avec un marche. Et j'ai regardé mon épouse et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, pff. Et je lui ai dit, bah, j'arrive. Voilà. Et voilà. Voilà. Non, mais franchement, c'est ahurissant. Vous savez, il y avait un zèbre qui est passé devant moi, comme ça. Voilà. Et donc, je dis souvent, vous voyez, ne pas faire trop de plans. Il ne faut pas m'en vouloir si je dis ça souvent, parce qu'en ce qui me concerne, il y a eu comme ça des événements un peu singuliers. Alors certains appellent ça la providence, d'autres appellent ça le hasard. Il y a un moment donné où vous êtes dans une circonstance et vous décidez de ne pas résister. Une des rares photos où on vous voit avec Édouard Michelin. 1 an après votre arrivée dans le groupe, Édouard Michelin disparaît brutalement dans un accident de pêche au large des côtes bretonnes. Michel Rollier lui succède à la gérance. Et vous devenez en 2012 le premier dirigeant non membre de la famille Michelin. Comment cela vous a-t-il engagé, Jean-Dominique Sénard, dans votre mission? Là aussi, vous savez, quand on prend un peu de recul, c'est des situations tout à fait extraordinaires. Cette espèce de choc et tristesse que nous avons tous ressenti à l'époque, parce que franchement, c'était un choc. Je me souviens de l'avoir appris. Je me souviens, j'étais en Provence ce jour-là, avant de me précipiter pour revenir sur Clermont. Il fallait bien prendre les choses en main. Et Michel Rollier, qui était là, et qui a eu une forme de force personnelle incroyable, qui lui a permis d'assumer la responsabilité tout de suite de dirigeant du groupe, m'a fait confiance, je ne vous le cache pas. Et j'ai vécu des moments très, très intenses avec Michel Rollier, parce qu'en quelque sorte, nous avons pris le sujet en main. Et là, ce qui m'a profondément marqué, c'est cette incroyable force du groupe, cette espèce d'homogénéité que j'avais d'ailleurs remarquée dès mon arrivée, qui a fait que une solidarité naturelle s'est exprimée. Quand je parlais de collectif tout à l'heure, là j'en avais un bel exemple, où personne n'avait en tête une idée de divergence. Il s'agissait d'être solidaire, de serrer les coudes et d'y aller, en avant, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'était ça qui m'a frappé. Si vous voulez, quand on vit ça, on se dit qu'on est heureux d'être là où on est et qu'on mesure non seulement la force de son environnement, mais la chance que l'on a de vivre dans un environnement pareil. Ça m'a marqué profondément. Voilà. Et la suite, vous l'avez décrite, est-ce qu'elle s'est faite naturellement? Plus ou moins, je crois. Là, encore une fois, je me suis trouvé à un moment donné, dans une circonstance donnée, et je n'ai pas résisté. Voilà. Alors, nous revenons au 25 janvier 2018. On voit l'ensemble des bibes rassemblés dans cette rue de l'Innovation, qui est l'allée principale de votre centre
R&D. Comment vous définiriez, Jean-Dominique Sénard, votre style de management et comment il a évolué au fil de vos missions au sein du groupe ? Ça, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce qu'on est très mauvais juge de soi-même. Enfin, si on devait résumer un peu les choses, je crois que j'ai une immense tendance à faire confiance. Et à travers la confiance, c'est tout le principe de la responsabilisation des équipes qui est derrière. Et comme vous le savez, le groupe Michelin a développé ces dernières années massivement le concept de responsabilisation partout, dans toutes les usines du monde et dans les centres de recherche, dans les sièges, partout. Et je pense qu'on ne reviendra jamais en arrière. Et je crois que de ce point de vue-là, si le patron a un rôle à jouer, c'est justement de montrer l'exemple. Et donc j'ai essayé de le faire. Je dis essayer parce que rien n'est jamais facile et puis il ne faut pas trop se surestimer. Il faut être humble dans cette situation parce que, encore une fois, la vie vous met devant des situations difficiles et vous n'êtes jamais très sûr de tenir, je dirais, le cœur de vos convictions. Mais j'ai essayé. Et peut-être que c'est l'image que qui restera de moi dans cette période-là. En tous les cas, si c'est le cas, j'en serai heureux. Voyez-vous, il y a une chose sur laquelle je suis intransigeant. Et si j'ai parfois été un peu dur dans ma vie, c'est parce que ces principes-là ne me semblaient pas respectés. C'est la loyauté et la transparence. Voilà. Je crois que si je regarde un petit peu avec du recul, ce sont les deux sujets qui, lorsque je considérais qu'ils n'étaient pas vraiment actifs, me mettaient dans une situation qui n'était pas tolérable. Et là-dessus, je considère que je suis intransigeant. Pour entraîner une entreprise avec soi dans les périodes de changement et de transformation que connaît Michelin depuis à l'heure actuelle, mais depuis 130 années, il faut un sens, il faut une vision et il faut l'expliquer. Jusqu'où un dirigeant doit-il aller quand il s'agit de communiquer ? Il doit tout assumer. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Avant de parler de communication, il y a une règle fondamentale qui est de dire un dirigeant doit affirmer une vision. Oui, c'est son rôle. Il n'est pas obligé de la définir tout seul. Il peut se faire aider. Je considérais que j'ai toujours été en équipe sur ces sujets-là, mais à la fin des fins, c'est évidemment le patron qui décide. Et lorsqu'il a défini cette vision et qu'il l'a fait partager, il doit l'assumer et la tenir jusqu'au bout. Dans tous les exercices, je dirais, de vie d'entreprise, c'est toujours vers le patron qu'on se tourne dans les moments de difficulté. Et si on voit que le patron tient bon, en général, les problèmes finissent par se résoudre. C'est quand il y a un doute que là, les choses commencent à partir en zague, comme on dit. Et je crois que c'est une règle absolument fondamentale. Il faut assumer, et puis quand les choses sont difficiles, on assume encore. Je crois que les moments les plus délicats en matière de responsabilité, c'est quand on traite des questions de personnes. Et je ne vous cache pas que, vous le savez très bien, on se retrouve à des moments dans la vie d'un chef d'entreprise où les questions de personnes deviennent très difficiles. Ça peut être des cas individuels, des situations un peu singulières, et Dieu sait s'il y en a dans les entreprises, ça peut être des situations collectives, réorganisation industrielle, fermeture d'usines, problèmes sociaux. Et là, quel que soit le cas de figure, on se tournera toujours vers vous, comme étant finalement l'arbitre. Alors, ça, c'est la clé. C'est la clé, c'est pas toujours facile, mais je crois que si on ne s'accroche pas à ce principe-là, il ne faut pas s'accrocher, je dirais, à sa fonction. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et peut-être une dernière chose, s'agissant du management, une règle que j'essaye d'appliquer aussi, que j'ai toujours essayé d'appliquer, et que je dis souvent aux jeunes aujourd'hui, qui se lancent dans la vie et qui seront des dirigeants plus tard, entourez-vous toujours de gens plus compétents que vous. Voilà. C'est une bonne formule parce que l'inverse est très très difficile à vivre, n'est-ce pas ? Mais celle-là, si vous réussissez,
Voilà, ça change la vie. Vous êtes porté, oui, voilà. La vie professionnelle devient un véritable bonheur. Et surtout, si vous avez l'adhésion des équipes, alors c'est probablement parmi les plus belles expériences de la vie que vous puissiez avoir. Voilà, je me permets de vous dire ça parce que pour moi, c'est une règle très, très, très importante. Alors, sur cette photo, on voit le pneu Vision, le pneu du futur increvable, qui a été présenté en juin 2017 à Montréal lors de Movinone, le Davos de la mobilité porté par Michelin. Alors, à l'aube d'une 4e révolution industrielle, la digitalisation et l'intelligence artificielle suscitent beaucoup d'inquiétudes. Quelle est la place de l'humain dans cette usine 4.0 ? D'abord, merci de montrer cette photo parce que c'est une fierté. C'est une fierté, c'est, comme je dis souvent, un rêve, mais un rêve réaliste. Et cet objet, qui n'est pas un pneu, puisqu'il n'y a pas d'air enfermé, réunit pratiquement toutes les technologies d'avenir que le groupe aujourd'hui connaît, mais ne sait pas encore faire fonctionner ensemble. C'est pour ça que c'est encore un rêve, mais que c'est un rêve réaliste, parce que ces technologies-là, nous les connaissons. Il s'agit bien entendu d'abord de matériaux sourcés de façon, j'allais dire, bio, qui sont d'ailleurs eux-mêmes naturellement biodestructibles. Il s'agit d'un objet très robuste, très résistant, increvable de fait, et surtout qui applique cette technologie incroyable de l'imprimante 3D que l'on peut appliquer maintenant même au caoutchouc, puisque la bande de roulement est en fait un élément qui peut être reconstitué de façon clairement digitale au moment où on en a besoin. Alors ne croyez pas que tout ça est un rêve, nous le faisons déjà dans nos usines. Simplement, ce qui est compliqué, c'est de maîtriser l'ensemble de ces technologies et de les faire fonctionner ensemble. Vous verrez que dans quelques années, cet objet sera dans les rues et sur les routes. J'en ai la conviction profonde. Et c'est une très grande fierté parce que les équipes qui ont travaillé sur cette vision, c'est le cas de le dire, ont bien reflété ce qu'est Michelin aujourd'hui. Voilà, l'innovation permanente, l'innovation dans l'avenir et la grande maîtrise et la grande rigueur. On ne vend pas n'importe quoi ici, on ne vend pas du rêve, on vend un rêve réaliste. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Alors, le 4.0. On est en plein dedans. Je vous disais tout à l'heure que le sujet de la révolution numérique était quand même parfois anxiogène. Je crois que je vous dis là, j'enfonce une porte ouverte parce que qui, à un moment donné dans sa vie, n'a pas été un peu inquiet par rapport à l'évolution incroyable du numérique et notamment des prémices de l'intelligence artificielle, qui n'a pas été inquiet, n'est pas humain. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que, d'abord, l'entreprise doit être digitalisée. J'ai toujours dit que c'était une question de survie, mais que ce n'était pas une fin en soi. La digitalisation est une nécessité, ce n'est pas une fin. Ensuite, il y a un élément clé dans tout cela, c'est que à aucun moment, il ne faut que l'homme avec un grand H soit absent du sujet en amont. Et lorsque nous nous préparons, comme c'est le cas actuellement chez Michelin, à déployer massivement dans nos usines la technologie numérique 4.0, c'est parce que nous avons passé au moins 2 ans à préparer la chose très, très, je dirais, sérieusement, avec beaucoup de rigueur, de profondeur, et surtout, nous avons mis les personnes au cœur de cette évolution. Il y a, depuis 2 ans, des tests qui se déroulent dans différentes usines du monde Michelin, en France en particulier, mais pas seulement. Eh bien, ces tests sont faits par les personnes elles-mêmes, par les agents de nos usines, qui eux-mêmes disent comment il faut faire évoluer ce 4.0. C'est-à-dire un principe fondamental qu'il ne faut pas que ce soit la machine qui dise aux hommes ce qu'il faut faire, il faut que ce soit les hommes qui aient appris à la machine à leur dire ce qu'ils attendent d'elle. Et donc c'est tout à fait différent. Parce qu'à ce moment-là, vous inversez complètement l'équation de l'anxiété, parce que c'est finalement les personnes qui ont eux-mêmes généré le résultat du travail.
Et là aussi, c'est peut-être un peu facile à dire, c'est peut-être plus difficile à faire, mais c'est une règle absolue. Parce que si nous évitons cette règle, si nous la contournons, eh bien alors là, je vous promets aussi un enfer bien acceptable, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, les personnes vont se sentir en quelque sorte broyées par un système qu'ils ne maîtrisent pas et qui, en quelque sorte, les rendra extraordinairement anxieux et perdus. Voilà. Alors je suis très ferme là-dessus. Vous savez, je rencontre pas mal de monde à droite et à gauche dans le monde entier. Et puis à Ladoux, ici, dans ce merveilleux centre de technologie dont nous sommes tous très fiers, il m'arrive de prendre mon repas avec un certain nombre de grands chercheurs. Et il n'y a pas très longtemps, je déjeunais avec des pontes de l'intelligence artificielle qui avaient créé eux-mêmes, conçu des nouveaux modèles, des algorithmes nouveaux, etc. Alors, ils me chantaient pendant tout le déjeuner le bonheur qu'ils avaient de révolutionner le monde. Moi, j'écoutais attentivement. Et puis quand même, si vous voulez, avant de passer au dessert, il y en a un qui m'a dit, vous savez, Jean-Dominique, on a fait tout ça. Simplement, quand on regarde devant nous, il nous arrive de nous demander où nous allons. Cet aveu d'inquiétude devant une machine lancée qui n'était pas forcément maîtrisée a été pour moi très révélatrice. Au moins, c'était honnête. Et j'en ai conclu l'idée qu'il fallait tout faire pour maîtriser cette évolution. Voilà pourquoi je dis la personne est au cœur de cette évolution et si on ne le fait pas, on manque à son devoir le plus élémentaire. Nous sommes le 23 mai 2018. Ce jour-là, l'Assemblée générale des actionnaires de Michelin entérine votre succession avec Florent Menegaux. Vous lui passerez le témoin le 17 mai prochain et Florent Menegaux deviendra le 7e patron de ce fleuron industriel français né il y a 130 ans. Quel conseil lui donneriez-vous ce soir face au vertige de la mission qui l'attend ? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que effectivement tout ceci a été très anticipé. Et donc Florent, avec qui je travaille depuis 14 ans, parce qu'il faut être clair, Florent est dans mon environnement proche depuis cette époque-là, que j'ai appris à connaître, je dirais apprécier, va prendre le relais dans des conditions d'une sérénité considérable. Au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, ayant un emploi du temps un peu compliqué, j'ai indiqué aux équipes du groupe Michelin que si par hasard je n'étais pas là à un moment donné, c'était Florent qui me remplaçait, voilà, et tout le monde trouve ça très bien et tout à fait normal. Florent va prendre le relais et j'ai une immense confiance. Il connaît le groupe par cœur, il a surtout une très forte capacité de maîtrise du monde nouveau qui arrive, qui est ce fameux monde dont je parlais tout à l'heure, du 4.0. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup supporté, il m'a bien conseillé, et de cela je serai extraordinairement reconnaissant. Si je dois lui donner un conseil, mais il s'en passera peut-être, mais c'est en tout instant, lorsqu'il sera le patron, de se forcer à prendre un peu de recul face aux événements immédiats, de respecter profondément les valeurs de Michelin, qui, quand on les analyse de près, sont d'une force inouïe. Je ne parle pas simplement du respect des personnes, c'est une évidence, mais du respect des faits. Croyez-moi, aujourd'hui, je vis un peu dans un autre univers et ces valeurs me reviennent avec une force que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, elles existent et qu'elles ont énormément de poids. Et donc, je lui dirais de tout faire pour les respecter, afin que Michelin reste Michelin pour les 50 années qui viennent ou les 100 années qui viennent. Il y a une chose, enfin, que certains d'entre vous savent bien, que ce soit d'ailleurs dans le monde public ou dans le monde privé, une immense différence entre être numéro 2 et numéro 1. C'est comme ça. Je l'ai mesuré moi-même, même si pendant très longtemps j'étais très très proche du numéro 1. Le jour où vous l'êtes, c'est brutalement très très différent. C'est comme ça. Alors il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste s'y préparer un peu, mais il faut savoir que ce jour-là, il faut être humble et savoir que ça peut être un peu violent. Voilà.
Nous sommes le 27 novembre 2018 et vous nous recevez, Patrice Campeau et moi-même, pour une interview dans vos bureaux. Et sur cette photo prise par Richard Brunel, on vous voit porter le regard sur cette aventure au long cours qui vous a transformé, vous aussi. Alors Jean-Dominique Sénard, qu'est-ce que ces 14 années passées chez Michelin ont changé chez vous? D'abord, je repère une chose, c'est que depuis la photo de tout à l'heure, j'ai un peu plus de cheveux blancs que je n'en avais au départ. Voilà, c'est ce que vous me demandez, ce qui a changé. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Bon, enfin bref, comme ça. Vous voyez, ce campus est merveilleux. Enfin, je suis très fier de cela. Les équipes ont fait un travail formidable et vous savez que les travaux que nous faisons aujourd'hui en liaison avec la mairie, c'est la place des Carmes et l'entrée vont... J'espère que je le verrai bientôt, vont retransformer encore ce campus magnifique et donner toute sa dignité à cette entreprise mondiale extraordinaire. Mais est-ce que j'ai changé? C'est une vraie question. Je suis mauvais juge, hein, je crois. C'est pas moi qui devrais répondre à ça. J'ai l'impression que non. Tant mieux, je dirais. En tous les cas, c'est comme ça que je le perçois. Je ressens les mêmes soucis, les mêmes joies, les mêmes passions que lorsque je suis arrivé ici il y a 14 ans. J'ai pas le sentiment que mon style ait changé, que mes orientations personnelles s'est fondamentalement modifiées. Et donc j'ai peut-être eu cette chance de ne pas être, je dirais, pris par justement cet environnement extraordinaire, des responsabilités lourdes qui étaient les miennes et qui auraient transformé mon caractère. J'en rends grâce, je ne sais pas à qui, mais en tous les cas, je sais que mes réactions, mes réflexes sont les mêmes aujourd'hui que ceux que j'avais il y a 14 ans, et c'est tant mieux. Peut-être que Michelin m'a aidé à ça, parce que cette entreprise avait pas simplement un tel historique, mais une telle charge émotionnelle de vie collective que finalement ça m'a entouré et ça m'a considérablement aidé. Et du coup, je n'ai pas eu à chercher à me changer, à me transformer pour finalement diriger l'entreprise. Vous savez, je crois qu'il y a une forme d'osmose entre un dirigeant et son environnement, et surtout dans son environnement professionnel. Et ça, je crois, je le dois à l'entreprise, donc je continuerai à le dire, une immense reconnaissance pour cela. Et si je crois qu'aujourd'hui, je suis le même, avec bien sûr quelques cheveux blancs de plus, eh bien, tant mieux. J'espère que les collaborateurs du groupe le ressentent de la même manière. Voilà, j'espère vraiment. Le 24 janvier 2019, vous êtes nommé président du groupe Renault. Alors Jean-Dominique Sénard, vous aurez 66 ans le 7 mars prochain. Vous quitterez vos fonctions chez Michelin le 17 mai et vous avez dans le même temps succédé à Carlos Ghosn, on l'a dit tout à l'heure, à la tête de Renault, et vous avez pour mission délicate d'apaiser les ressentiments et surtout de recréer la confiance au sein de l'Alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Alors, une dernière question, Jean-Dominique Sénard, ce soir. Quand on a été le dirigeant que vous êtes au sein de Péchinet, au sein de Total, de Saint-Gobain, de Michelin, et que vous êtes le capitaine d'industrie expérimenté que vous êtes, est-ce que l'on a encore le vertige face à une telle mission? Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dire le contraire serait vraiment bien prétentieux. Vous savez, je vais peut-être anticiper une autre question que vous avez, mais me retrouver ici dans ces circonstances reflète une situation extraordinaire. Je disais l'autre jour aux équipes du groupe Michelin, réunies comme vous l'êtes là en ce moment dans le forum, qu'en acceptant cette tâche, je n'avais pas le sentiment de trahir Michelin. Je ne partais pas parce que je voulais partir. Pour tout vous dire, j'avais bien d'autres options en tête il y a encore peut-être 1 mois ou 2, disons 2 mois. Mais il y a un moment
où, comme je le disais tout à l'heure, vous vous retrouvez dans des situations où finalement vous n'avez pas forcément le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et en l'occurrence, je disais souvent aux personnes qui me posaient la question « Qu'est-ce que vous voulez faire après, puisque vous allez transmettre l'entreprise Michelin ?» Et je considère que c'était mon devoir de le faire, cette transmission. Je crois que la gouvernance du groupe aurait bien accepté que je reste 4 ans de plus, le même suggéré, mais j'avais dit que ce n'était pas forcément une bonne nouvelle et pas une bonne idée, parce qu'à un moment donné, il faut savoir transmettre, il faut savoir laisser une entreprise respirer, et au fond, laisser des nouvelles énergies s'exprimer et s'épanouir. Et donc c'était mon devoir. Mais à la question « Qu'est-ce que vous feriez après ?», je répondais généralement, tout le temps, « Servir ». Que voulez-vous que je fasse d'autre aujourd'hui, à mon âge, que servir ? La question, c'est d'avoir suffisamment d'énergie pour le faire. Et là, je vous rassure tout de suite, j'en ai. Voilà. Ça tombe bien. Et quand je vois mon père dans sa 100e année, je me dis, après tout, j'ai de qui tenir, donc gare à ceux qui pensent que je suis trop vieux, n'est-ce pas ? Voilà. Voilà. Alors, au risque d'abuser encore un peu du plaisir de vous avoir parmi nous ce soir, nous allons remettre les trophées des entreprises et récompenser les entreprises de l'année. Alors, précisément, Jean-Dominique Sénard, si vous aviez un conseil à donner ce soir à un jeune entrepreneur qui vient de se lancer, quel serait-il ? Ah, écoutez, il a toute mon admiration, il avec un grand il, parce que dans le contexte où nous vivons aujourd'hui, démarrer une aventure entrepreneuriale est pour moi un acte de courage absolument formidable. Je le dis sincèrement et ce n'est pas une raison de circonstance, je le pense profondément. Pour tout vous dire, moi-même, en me remettant dans ces circonstances il y a quelques années, je ne sais pas si j'aurais eu, au fond, les capacités ou le courage de le faire. Donc je le dis franchement, c'est extraordinaire. Après, c'est notre devoir, nous qui avons un peu d'expérience et un peu de bouteille, c'est le devoir des pouvoirs publics, c'est le devoir des élus, par tout cet ensemble qui nous entoure, de protéger ces entreprises et de les faire fructifier et prospérer. Et ce que je souhaite à ces personnes qui se lancent aujourd'hui, avec mon admiration, je vous assure, dans l'entreprise, c'est qu'on se débrouille pour, j'espère, non seulement les protéger, mais les laisser se développer et qu'elles puissent donner tout leur potentiel. Pour ça, peut-être juste un conseil, soyez vous-même, ne lâchez rien, ne franchissez jamais la ligne jaune de vos convictions, entourez-vous de gens plus compétents que vous, et vous verrez, ça ira très bien. Merci infiniment, Jean-Dominique Sénard, pour cette conversation. Voilà. Merci à vous. Merci mille fois.